Eh bien, bonjour à tous et merci à tous les jeunes participants de nous avoir rejoints à nouveau pour cette deuxième visite virtuelle de la semaine dédiée au métier du numérique. Un grand merci à vous pour votre participation. Et je suis accompagné de Charlotte, que vous connaissez bien, qui ce matin était en pleine FAQ, c'est ça? Tu organisais le petit retour sur la veille pour vous faire découvrir cette fois une entreprise que vous n'avez probablement jamais vue, puisqu'il s'agit de Skyway, qui est une entreprise qui gère tout l'envers du décor de ce monde numérique dont on vous a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Et on a la chance et l'honneur d'être accueillis par Alban, qui est donc Bonjour, COO, je crois, c'est c'est bien ça. ça, de Scalway, et qui va pouvoir nous présenter un peu toute cette magie de l'Internet qu'on voit pas tous les jours, et des données, et du cloud, et tous ces mots qu'on emploie depuis le début de la semaine. Donc, merci à toi de nous accueillir, et puis je te laisse te présenter en quelques mots pour nos collégiens. Me présenter ou présenter Scaleway? Commençons Allez, par toi. on va commencer par moi. Alban Bruyas, donc je suis CEO chez Scaleway depuis 1 an et demi, et donc en charge de tout l'envers du décor du numérique dans le vrai sens du terme, dans le sens où on va s'occuper de tout ce qui est le hardware, donc toutes les machines qui servent à faire le cloud que vous connaissez aujourd'hui. Le hardware, peut-être déjà, juste pour le réexpliquer très rapidement, je sais qu'on Oui. va tout voir après derrière, mais c'est important. Alors, je suis pas sûr que vous ayez déjà vu, les jeunes qui nous regardaient, les vieux ordinateurs tours un peu. Alors moi, Nous, ça me fait penser à ça, mais c'est d'une autre époque. Ça remonte quand même à quelques années. quand on était petits, c'est Mais donc ça. le hardware, ça Le correspond à. hardware, c'est en effet les serveurs. Donc pour ceux qui ont connu ou qui voient ça encore, les bases d'ordinateurs, c'est-à-dire qu'un ordinateur, ça fonctionne avec des capacités de calcul et des capacités de stockage d'informations. Et donc dans les serveurs, on va avoir à la fois de la capacité de calcul et de la capacité de stockage de données, donc d'informations, d'images, de textes, etc. Et donc on appelle hardware ces machines qu'on va entreposer dans les data centers et qui vont être connectées à Internet, parce que là aussi, derrière la connexion Internet, c'est aussi beaucoup de machines et beaucoup de fibres dont on pourra parler tout à l'heure. Mais d'ailleurs, je pense qu'on aura la chance d'aller voir l'atelier, puis le lieu de Exactement. stockage des différentes pièces, donc on pourra voir concrètement ce qu'il faut fonctionner l'Internet. Juste petite question d'abord pour moi, c'est vrai que je suis pas forcément toujours calé sur les termes d'entreprise. COO, alors je me doute que ça va être assez haut dans l'échelle, parce que je crois que CEO, c'est le grand patron. Ça se situe où à peu près Alors, pour nos jeunes? CEO, donc C, déjà, c'est un terme anglais, donc en effet, c'est Chief Operating Officer. Et donc, en fait, ça équivaut exactement à directeur des opérations. Donc, en effet, je fais partie du comité de direction. C'est-à-dire le comité qui est supposé rassembler l'ensemble des métiers de l'entreprise pour être à même de prendre des décisions avec l'ensemble des métiers de l'entreprise qui sont représentés. Et donc, opération, eh ben, c'est tout bêtement lié à ce qu'on appelle l'opérationnel, c'est-à-dire tout ce qui se passe au jour le jour. Donc, c'est pas qu'est-ce qui va se passer plus tard comme une stratégie ou comment je vais préparer le produit, mais une fois qu'on a pensé là où on veut aller et comment on veut y aller, bah, il faut le faire. Et c'est nous qui faisons. On va dire ça comme ça. D'accord. Alors, tu nous accueilles là pour démarrer dans la cafétéria, un espace un peu de Exactement. repos pour tous les salariés de Exactement. l'entreprise. Un grand espace, hein, parce que comparé à nos bureaux à nous, on est très jaloux. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui sur ce site? Parce que je crois que Skyway, c'est important, on en discutait juste avant. Exactement. Combien y a de sites et combien y a-t-il de personnes sur notre site? Donc, Scaleway, c'est une entreprise de 315 personnes au dernier comptage. On est répartis à Paris, à Lille, dans les bureaux. Et puis, on a des data centers, donc là où sont hébergées toutes les données. Et dans les data centers, il y en a 4. Ici, nous sommes à DC5, histoire d'être drôle alors qu'on n'en a que 4. Et ici, on est à peu près une vingtaine de personnes, oui, parce que c'est un site où il y a beaucoup de monde par rapport à d'autres data centers, parce qu'en fait, c'est le site où il y a la manufacture, donc la préparation des serveurs et l'entrepôt. D'autres data centers ont seulement besoin pour fonctionner de techniciens. Et donc, ils peuvent être 3, 4 ou 5 maximum sur les data centers, parfois même plus puissants que celui-ci, puisque tout tourne en numérique, donc à distance. Donc, on a juste besoin de quelques personnes pour maintenir le site et s'assurer que tout fonctionne et maintenir la sécurité aussi, puisqu'un des enjeux d'un data center, c'est la sécurité des données, c'est-à-dire s'assurer que personne ne peut attendre ce qui est conservé ici. Ben, justement, ça va me permettre de rebondir sur une première question de Tom qui aimerait bien que tu rappelles un petit peu ce qu'est un data center à l'origine. Est-ce qu'il y a un data center à l'origine? Alors, un data center à l'origine, c'est un grand bâtiment où on va empiler des serveurs
et dont on va avoir la responsabilité de les connecter à Internet, de leur apporter l'électricité et de s'assurer qu'ils n'ont pas trop chaud, parce qu'en fait, un serveur dégage de la chaleur. Le serveur en lui-même, j'ai donné un mot anglais, c'est pas bien, en réfléchissant, en disant, en travaillant, va dégager de la chaleur. Et donc, un de nos métiers, c'est aussi de s'assurer que le serveur n'a pas trop chaud et donc doit être refroidi. Et c'est une des spécificités du site, vous le verrez, c'est qu'aujourd'hui, on les refroidit de manière écologique et on arrête de dépenser trop d'énergie inutilement. Alors, si ça peut te rassurer, les mots anglais sont pas trop graves. Depuis le début de la semaine, on ne fait que des métiers du numérique. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu le fait qu'il faut savoir parler anglais dans ce métier? Je pense qu'on leur a Ça, dit c'est vrai. tous les jours, à chaque live métier. Moi, j'avais juste une petite question à te poser. On parlait de sécurité, tu sais qu'il faut protéger le bâtiment. Ce matin, je crois bien que vous aviez un live métier dans la cybersécurité. Donc, on a parlé de ces attaques qui sont à la distance virtuelle. Est-ce que ça est déjà arrivé que les gens tentent plutôt d'attaquer physiquement des data centers ou est-ce que c'est assez rare? Alors, attaquer physiquement, personne, vous avez vu, il y a quand même beaucoup de Il y a protection une sacrée tout autour sécurité, du oui. site. Il n'y a pas vraiment d'attaque physique. En revanche, ce qui peut arriver, et c'est pour ça qu'on va contrôler énormément les gens qui travaillent pour nous. Hein, on a personne avec des casiers judiciaires et ce genre de choses-là, parce que il suffit une fois que vous êtes sur le site, comme vous allez l'être aujourd'hui, vous allez voir, vous allez accéder à des endroits. En fait, vous accédez au serveur. Donc à n'importe quel moment, vous pourriez, à mon insu, entre guillemets, c'est pas le cas parce que c'est filmé, contrôlé, etc. Mais quelqu'un pourrait essayer d'aller mettre une clé USB, d'aller se brancher sur un serveur et récupérer la donnée de nos clients. Donc oui, il y a un vrai enjeu de sécurité physique et il y a des contrôles et des audits qui sont faits de nos fournisseurs pour nous assurer que toutes les personnes qui interviennent sur le site sont dignes de confiance et ne risquent pas de mettre en danger la sécurité des données qui nous sont confiées. Je vais avoir une question. Alors là, c'est pas une question que les jeunes ont posée directement, parce que là, on a un flux pas possible. Merci d'ailleurs pour votre participation. Ça va être une question sur l'aspect un peu renouvelable, justement, des énergies que vous utilisez dans ce data center. Alors, en fait, les énergies utilisées pour ce data center sont de l'énergie qui proviennent de l'énergie hydraulique, c'est-à-dire qu'on utilise l'électricité qui est fournie en France et on va s'assurer auprès de nos fournisseurs d'électricité que cette électricité correspond à l'équivalent de ce qui est mis dans le réseau d'électricité français. Et nous, on a choisi l'hydraulique norvégien. Pourquoi on a choisi l'hydraulique? C'est que c'est aujourd'hui l'énergie la moins carbonée qui soit. Donc voilà. Okay. Je crois qu'on pourra revenir sur ces questions parce qu'on va Exactement. découvrir après la zone de refroidissement qui utilise une technologie que tu nous expliquais, qui est très à la pointe, que vous avez brevetée. Et je pense qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir aussi sur ces nouvelles technologies pour ne serait-ce que de temps en temps dire en France, on fait des trucs bien. C'est voilà, ça, exactement. Faut le dire. Non, mais c'est Exactement. important de temps en temps de souligner qu'on a des entreprises qui sont aussi des entreprises de pointe. On l'a vu parce qu'on a réalisé une semaine sur l'industrie, une semaine sur l'alimentation, qui sont des secteurs porteurs en France. Le numérique aussi, c'est pas qu'un secteur américain ou chinois. En France, on a de belles entreprises. Il faut le numérique, voilà, on le sait, parfois on l'oublie. À notre génération, on le sait plus. L'internet au départ, l'idée elle était française. Ici, vous êtes dans un fleuron de l'industrie numérique français puisqu'on appartient au groupe Iliad, donc au groupe de Free, que Free Télécom peu ne connaissent pas, et on fait en sorte qu'ils soient connus. On est dans une entreprise qui a eu l'intelligence d'être verticalisé. Verticalisé, ça veut dire qu'on a l'ensemble des niveaux de l'industrie plutôt que de ne faire qu'une couche. Et donc, ça permet de s'assurer que on a une parfaite maîtrise. Et si aujourd'hui, Scaleway est capable de dire mes data centers sont écologiques et qu'on est capable de pousser en avant énormément de responsabilités sociales et environnementales, c'est aussi parce qu'on a les infrastructures, nos propres hardware et nos propres stacks logiciels, nos propres logiciels qui permettent donc d'assurer une parfaite maîtrise de nos produits. Alors, je pense qu'on va pas tarder à se déplacer pour aller découvrir, mais c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose, le fait que les serveurs soient ici en France. Il y a eu, je crois, à l'été 2018 ou 2019, une décision de la Cour européenne de justice, parce que l'Europe aussi, c'est un aspect important du monde des affaires, qui a dit que les données devaient être protégées, donc elles protègent nos données. C'est ce qu'on appelle le RGPD. Exactement. Et notamment, il faut que les serveurs soient situés en Europe pour assurer le maximum de protection. Donc pour vous, ça doit être quand même un élément important. Pour nous, c'est un élément clé. Pour nous, c'est un élément clé sur lequel on milite beaucoup et auquel on est très vigilant. C'est très important que particulièrement la conservation, les masques de nos jours, c'est pas très agréable, que la conservation des données, on ait bien une clarté sur la zone où les données sont stockées, particulièrement tout ce qui est capacité de stockage. Et c'est vrai que c'est une vraie force de Scaleway, c'est qu'étant
français sur un sol français, on a une capacité d'assurer un total respect des données selon toutes les normes. Voilà, la sécurité, on laisse pas les portes rester ouvertes. Selon toutes les normes européennes, françaises, blablabla. Voilà, je perds mes mots avec tout ça. On est dans l'atelier de fabrication des serveurs. Exactement. Donc, pas fabrication, c'est-à-dire qu'on achète tous les composants des serveurs et ensuite, on va avoir des gens qui ont décidé comment devaient être assemblés ces serveurs. Et donc, ici, on a tout l'atelier avec toutes les personnes qui sont en charge de la manufacture des serveurs et on a au fond, voilà. Et aussi quelque chose en matière de développement durable qui est important. Ici, vous avez un logiciel qui a été développé spécialement par les équipes de Scaleway pour réutiliser en fait les matériels. C'est-à-dire qu'une fois que le matériel est utilisé en serveur, parfois le serveur va être has-been, mais il y a des choses dedans qui peuvent être utilisées. Et pour les remettre au goût du jour, effacer les données, les réutiliser, on a développé notre propre outil. Alors, voilà ce que vous voyez, ce sont tous les disques durs qu'on est en train de effacer, tester et qu'on pourra remettre dans les serveurs plus tard. Alors, nous, on a beaucoup travaillé depuis le début de la semaine sur l'intelligence artificielle avec notamment des développeurs de logiciels, des personnes qui travaillent sur l'éthique, qui nous ont expliqué qu'en fait, l'AI, on l'utilise un peu partout. Est-ce c'est comme ça que vous avez déterminé votre machine? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on a de l'intelligence artificielle dans votre système? Pas pour ça. Il n'y a pas besoin. L'intelligence humaine suffit. L'intelligence humaine suffit. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais en revanche, nous, on va l'utiliser en effet pour développer des produits et pour mettre à disposition des produits d'intelligence artificielle. Et je vous présente Alexandre. Bonjour Alexandre. Qui est donc manager de production qui s'occupe de ce service-là. Pour répondre à vos questions. Merci. Bon, je commencerai déjà par te remercier à nouveau. C'est vrai qu'on ne s'est pas remercié, mais vous savez que vous êtes tous bénévoles et que vous donnez votre temps comme ça pour venir parler à des jeunes de troisième et des lycéens de votre métier, leur faire découvrir un secteur qu'ils connaissent pas. En fait, c'est aussi simple que ça. Et donc, voilà, on est donc dans l'atelier d'assemblage. Bienvenue. Merci. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier, ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé ici? Alors, moi, je suis manager de production. Donc, en fait, je gère une équipe de 6 techniciens qu'on appelle ici chez Scaleway les artisans itinérants. Et donc, on s'occupe de tout ce qui est déploiement physique, du hardware, de ce qui constitue en gros les offres de Scaleway. Voilà, tout simplement. Et concernant mon parcours personnel, en fait, je suis arrivé en 2010 chez Scaleway en tant qu'intérimaire. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris d'autres responsabilités. Jusqu'à aujourd'hui, je suis manager de production. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces précisions. On a déjà une première question sur les qualités requises pour exercer ton métier. Qualités requises, déjà, il faut aimer un peu l'environnement informatique, Internet. Déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, de la rigueur parce que ce qu'on nous demande, en fait, c'est quand même assez pointilleux en termes de technologie. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ici, dans l'atelier, on manipule des disques, des RAM, de la technologie de pointe, que ce soit des CPU, etc. C'est quand même assez fragile. Je te coupe un instant. Oui. Des CPI? Des CPU, pardon, excusez-moi. C'est des processeurs, ce qu'on appelle des processeurs. Je pense que les collégiens, ils connaissent un peu mieux que ce que nous, on connaissait à l'époque. Probablement. Donc voilà, donc on manipule quand même pas mal de technologies de pointe. Donc, je dirais de la rigueur en priorité, vraiment de la rigueur. Et beaucoup de passion et un minimum de passion. Un minimum de passion. Un minimum de passion. Ok, c'est parfait. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es arrivé? Ça fait 10 ans. 10 ans, Ouais. d'accord. Et du coup, tu es arrivé en tant qu'étudiant, qu'apprenti? Non, je suis arrivé en tant qu'intérimaire. D'accord. Je suis arrivé en tant qu'intérimaire à l'époque où je cherchais des techniciens data center. Donc, je commençais en tant que technicien data center. Et ensuite, chef d'équipe technicien. Ensuite, j'ai géré aussi la partie chef de projet B2B, donc pour nos clients B2B. B2B, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement? Business to business, donc c'est-à-dire les clients qu'on héberge sur nos data centers, pour lesquels on fournit des services, que ce soit tout ce qui est lien Internet ou tout ce qui est hébergement physique, quoi. D'accord. Plus le reste de l'infrastructure qui va avec. À ce propos, d'ailleurs, quels sont les types de clients que vous pouvez avoir ici chez Scaleway? En B2B, on va dire à peu près tous les clients qu'on peut voir sur Internet quand on tape sur Google. Ah bah, tout simplement. ça fait beaucoup. Voilà.
Je reprends juste la main. C'est vrai que nous, on a la chance de croiser pas mal de professionnels qui, comme toi, ont démarré des entreprises et puis ont évolué. Et c'est peut-être une notion importante aussi à avoir en tête, c'est que très souvent, les entreprises, elles sont là pour valoriser la ressource humaine. C'est-à-dire que quand on entre et qu'on fait ses preuves, en général, l'entreprise, elle veut vous garder. Donc, il faut aussi parfois, bon, on travaille, il faut se donner, mais généralement, on est récompensé. Voilà, faut arrêter de penser que l'entreprise, c'est toujours quelqu'un qui vous exploite. Très souvent, on est plutôt sur de la formation, mais c'est important de le préciser parce que c'est pas toujours l'image qu'on en a. Donc, dans ton cas de figure, c'est ce qui est arrivé. C'est mon parcours. C'est mon parcours et j'ai la chance d'avoir pu évoluer dans cette entreprise. On m'a laissé ma chance. On m'a laissé la chance de m'exprimer, de montrer ce que j'étais capable de faire. Et puis, voilà, quand tu es motivé et qu'on te donne ta chance, normalement, les portes elles sont ouvertes pour tout, en fait. Alors, moi, j'ai une dernière petite question, alors probablement très naïve. Tu dis que donc vous assemblez aujourd'hui des serveurs. Je suppose que vous avez peut-être une recette, un guide de l'entreprise. Mais est-ce que vous avez la place d'être un peu créatif parfois, de changer les choses ou... C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que nous, on intervient à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'on doit répondre à des besoins qui incluent plusieurs business units qui eux-mêmes ont des besoins. Donc, le but, c'est que eux d'abord puissent se mettre d'accord sur leurs besoins. Et nous, on vient consolider physiquement ce qui a été pensé en amont, tout simplement. D'accord. Donc, vous recevez en fait des commandes, on va dire, du moins des directives. Et après, c'est à vous de les transcrire réellement dans le matériel. Avec un cahier des charges bien défini. Après, bien évidemment, on a une part de ce qu'on appelle le prototype. C'est vrai que sur des nouvelles offres sur lesquelles on n'a jamais bossé, on doit effectuer effectivement un prototype sur lequel on ramène notre expertise d'artisan. Mais sinon, tout ce qui est en amont, c'est déjà pensé, vérifié bien en amont. Et nous, on vient concrétiser tout ça, en fait, physiquement. Pardon? Et quand même proposer des améliorations s'il y a besoin. Vous êtes les premiers, si vous constatez des choses, à les améliorer et à toujours proposer des améliorations. Ça, c'est super important. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aujourd'hui à un collégien de 14-15 ans ou un lycéen d'ailleurs, je m'excuse encore pour nos lycéens, ils vont penser qu'on les oublie, qui sait pas forcément trop ce qu'il veut faire, mais il te voit ici dans l'environnement, il dit pourquoi pas, c'est un endroit où je pourrais travailler, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pourrais lui donner comme conseil? Je sais pas trop. En fait, faire ce qu'il aime déjà, parce que quand on est jeune, le but c'est d'essayer de faire ce qu'on aime. Après, c'est parfois pas si simple que ça. Mais voilà, je dirais que avec de la volonté, les portes elles sont pas fermées en fait. Peu importe le secteur, hein, je parle le mien comme ça peut être un autre secteur, mais pour la jeunesse, je pense qu'il faut se dire que voilà, aujourd'hui rien n'est fermé quoi. Qu'avec de la volonté, on peut y arriver. Peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a fait, etc. Ça marche, merci beaucoup. Je crois qu'on t'a volé à une réunion pour venir nous parler. On va pouvoir te rendre aussi à ton travail parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Et je crois qu'on va aller découvrir l'endroit où sont stockées toutes les pièces pour le matériel. Merci Alexandre. Merci beaucoup. On vous suit. On est parti. Alban, j'en profite. Je vais juste avoir une petite question. Il y a pas mal de jeunes qui se demandent si vous hébergez des serveurs de jeux. Bien sûr. Bien sûr. Vous allez Aternos, si ça leur parle, est un grand client chez nous. Et c'est en fait bien sûr qu'on a beaucoup de jeux. Et c'est un gros sujet chez nous parce que on sait très bien que le soir et en vacances, on a encore plus d'activités que d'habitude. Et on sait grâce à qui? C'est grâce à ceux qui sont connectés aujourd'hui, entre autres. Figurez-vous que on est tellement en sécurité et ça a tellement de valeur que je n'ai pas le droit d'accéder au stock sans quelqu'un. Et quelqu'un, il faut que je l'appelle. Eh bien, c'est super. Et du coup, on va faire un... Non, mais ça va prendre 2 secondes. Ce qui serait amusant, c'est qu'on était mardi chez Gamers Origin, qui est une team de e-sport qui est à Paris, que leurs données soient stockées ici éventuellement. Ça ferait toute une boucle, ce serait super. On se renseignera, on verra. C'est fort possible. Ah, ça c'est de la sécurité. Merci. Là, on a fait la preuve grâce à toi, Kader, que c'est sécurisé chez nous. Donc, je vous présente Kader, qui est responsable. Bonjour. Bonjour Kader. Sur le moment. Alors, comme ça, j'ai pas trop l'habitude, donc n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Merci de nous accueillir alors dans l'espace stockage, qui doit être ton domaine. Tout à fait. Tu règnes sur ces rayonnages et tous ces composants. On a vu dans l'atelier assemblage, finalement, l'étape finale. Donc, j'imagine qu'en fait, tout passe par toi.
au démarrage. Effectivement, alors tout passe par moi, oui et non. Il y a un besoin qui est d'abord réel et après ça, oui, effectivement, on va d'abord acheter le matériel et ensuite ça devient mon problème. Donc en fait, quelque part, je suis un petit peu le garant de ce qui a été acheté. Donc je le stocke jusqu'à temps que les artisans le demandent. Donc ce que vous avez vu juste avant pour le montage. Alors, j'imagine que ça implique que tu es toujours un pas d'avance sur les artisans, puisqu'il faut que tu aies toujours en stock ce qu'il faut. Comment est-ce que ça se construit comme ça, un stock? Comment est-ce qu'on le gère? Comment on l'imagine? Alors, grosso modo, je vais essayer de faire très simple pour que on puisse comprendre. En fait, la logistique, c'est quelque chose de très simple. Aujourd'hui, vous en faites tous les jours sans le savoir, d'accord? Notamment dans votre frigo. Voilà, donc aujourd'hui, pour simplifier la chose, je suis la personne qui va s'occuper d'organiser les stocks, de m'assurer des bonnes quantités, parce que derrière, si mes stocks sont faux, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, si vous êtes malade, vous avez besoin de médicaments, vous êtes persuadé que dans votre pharmacie, vous avez une boîte et que vous l'avez pas, il y a un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que vous ayez mal ou que voilà. Et quelque part, d'où l'importance d'avoir un bon stock, une bonne logistique. C'est pour éviter d'avoir mal. Quelque part, plus mon stock sera juste et plus le déploiement se fera dans de bonnes conditions. D'accord. Et alors, j'imagine, on peut peut-être aller voir un peu dans les rayons. Est-ce que tu pouvais nous montrer quelques-uns des éléments que vous avez stockés, éventuellement, quelle est leur utilité? Parce que moi, en premier, j'y connais pas grand-chose, j'avoue. Alors, figurez-vous, techniquement, moi non plus. Je suis sûr que vous y connaissez mieux que moi. Aujourd'hui, moi, mon rôle, ce n'est pas d'être bon Mhm. techniquement, c'est uniquement d'être bon sur les quantités, les entrées et les sorties de la marchandise que je reçois. Voilà, D'accord. quelque part, je garde ce trésor et j'en suis le gardien En et fait, le responsable direct comme un sur des systèmes. bibliothécaire, c'est impossible d'avoir lu tout ce qu'on a dans sa bibliothèque, mais ça reste le gardien de tous les livres qui sont dedans. Je suis un peu le bibliothécaire de ce stock. Voilà. Alors, que- parlons logistique. Je vous pose une question aussi. Qui a inventé la logistique, à votre avis? Alors, j'aurais répondu du tac au tac, mais à tort, les Romains, Pourquoi? parce que c'était l'armée la plus organisée du monde, Tout à mais fait. ça a Tout dû à exister fait. avant quand même. Aujourd'hui, oui, bien sûr, ça existait d'une autre manière. Aujourd'hui, la logistique a été inventée entre parenthèses, j'ai envie de vous dire, améliorée à un point, à- enfin, c'est un très haut niveau par l'armée. Pourquoi? Parce que des soldats mal équipés, s'ils demandent une grenade et on leur envoie lance-pierre, ils vont pas gagner la guerre. Et ben, c'est un petit peu comme ça ici aussi. Donc voilà, aujourd'hui, les artisans, les gens techniques ont besoin d'être sûrs d'avoir le matériel, la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc, je peux vous faire un petit topo un petit peu de tout ce que nous stockons. Donc, c'est des choses qui coûtent très très cher. Alors, pas ici, donc, mais dans les salles Mm. un peu plus sécurisées, on ira y faire un petit tour. Alors, faites pas attention, on est en plein inventaire, donc c'est pas très très bien organisé tout ça. Voilà, je vous donne un exemple. Ici, vous avez de la fibre optique. Je prends cet exemple parce que tout le monde connaît, c'est Mm. très simple. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, c'est rangé par référence, euh, par adressage, dans des rayonnages, tout simplement. On peut aller faire un tour. Et je vais avoir moi une petite question, Kader, Allez-y. que Loïc s'est posée, un jeune qui nous demande du coup pourquoi est-ce que c'est aussi sécurisé? Donc pas forcément cette partie-là, mais la partie qu'on va voir après. Pourquoi? Quelles sont les raisons de cette sécurité Alors, pour deux petites choses, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui,
c'est des produits qui coûtent très très cher. Mhm. Alors, je pense que le jeune a l'habitude, on va parler iPhone, donc téléphone portable. Aujourd'hui, quand vous voyez le prix d'un téléphone, c'est parce que les composants sont très chers. Bien sûr. Voilà, ça change souvent. Enfin, la technologie avance très vite, donc c'est très onéreux. Et c'est uniquement pour ça que c'est sécurisé à ce point-là. Maintenant, c'est un peu plus sécurisé peut-être que un autre entrepôt parce qu'on est quand même dans un data center. Donc Oui. aujourd'hui, cette grosse sécurité que vous voyez autour de vous, c'est qu'il y a des données de clients euh, pour lesquelles on sécurise à fond. Bien sûr, oui, il y a Voilà, les données des entreprises, les voilà, données du coup des clients aussi des voilà, entreprises. voilà. Bien sûr, Mhm. en plus de la valeur des produits. D'accord. Voilà. Alors, exemple, hein, je sais pas quel est, oui, peut-être ce que j'ai ici. Alors peut-être il faut que je regarde les prix, mais c'est peut-être le prix d'une belle voiture. Donc imaginez-vous une C3 toute neuve, rangée dans chaque En effet. étagère. Donc voilà, non, c'est important de sécuriser. Moi, j'aurais une petite question sur le métier de logisticien, Ouais, puisque c'est le métier que tu exerces tout aujourd'hui. à fait. J'imagine que la Covid, ça n'a pas dû être facile, puisqu'on a tout suivi. Au tout début, ça a bloqué les transports, on n'avait pas moyen. Mhm. Pour toi, ça a dû être compliqué. Est-ce que vous aviez réussi à anticiper les stocks, toutes ces choses-là? Alors, oui, c'est pas tout à fait géré par moi parce qu'il y a des gens derrière qui vont penser à tout ça. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je suis uniquement le gardien D'accord. de ce qui est stocké ici. Néanmoins, oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, la logistique, c'est l'un des métiers enfin, c'est l'un des métiers, j'ai envie de vous dire, le plus compliqué parce que moi, aujourd'hui, sur DC5, je vais dépendre de beaucoup de choses. Donc, des gens qui vont penser aux produits, qui vont les acheter, qui vont nous les livrer. Mais derrière, il y a aussi les intempéries sur la route, le camion qui a crevé. C'est très compliqué. Voilà, on attend du matériel pour tel jour, mais il n'est jamais arrivé. Il va arriver le lendemain. Donc, il faut s'adapter. Il faut être très flexible et ne pas être rigide en Mais je logistique. trouve ça assez génial qu'on ait pu te rencontrer dans le cadre de cette visite, parce que c'est vrai que nous, on en a organisé 6 depuis le début de l'année pour Oui. aider justement les collégiens qui n'ont pas trouvé de stage à aller découvrir l'intérieur d'une entreprise. Et en fait, on se rend compte dans toutes les entreprises où on va, Mhm, ben, qu'on retrouve un grand nombre de métiers en commun, quel que soit le secteur. mhm. Et la logistique, apparemment, ça en fait partie, puisque je crois qu'on n'a pas fait une seule visite où on n'ait pas rencontré quelqu'un qui gère comme ça des Mais, stocks, de la logistique, mais, des éléments. mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans logistique parce que vous êtes obligé. La logistique, quand vous prenez votre caddie pour aller au supermarché, vous êtes le poids lourd. Ensuite, lorsque vous déchargez ce caddie, vous vous transformez en cariste. Ensuite, lorsque vous allez ranger les yaourts dans votre frigo, vous vous transformez en magasinier. Voilà. Et le responsable de tout ça, c'est votre femme qui prépare la liste, qui est l'équivalent d'Alban. Très Voilà, bien. pour faire simple. Eh bien, on te remercie pour Pas de souci. toutes ces explications. Je crois que la prochaine étape nous guide Je dirais juste vers... que c'est intéressant pour les étudiants de savoir qu'il y a un an, Kader connaissait absolument rien à notre métier. Justement, grâce à son métier de logisticien, ce Kader venait du métier de l'automobile. On était friands d'avoir quelqu'un d'aussi rigoureux que ce que savent faire les gens de l'automobile. Et en matière d'études, justement, je trouve ça intéressant de savoir que ben, ces métiers de logistique, quand tu dis qu'ils mènent à tout, c'est qu'ils mènent tellement à tout qu'on peut aussi changer de secteur, quelle que soit la période de sa carrière. Et c'est ce que Kader a fait, c'est ce que j'ai fait. Et les métiers des opérations, la supply chain, sont souvent des métiers où on peut bouger d'un secteur à un autre. Et pour ceux qui ont la curiosité de secteur plutôt que la curiosité d'un métier plutôt que la curiosité d'un secteur en particulier, bah, c'est aussi des métiers qui donnent l'opportunité de bouger d'un secteur à l'autre au fur et à mesure des opportunités. alors, métier de la supply chain, je dirais chaîne Supply d'approvisionnement. chain, exactement, pardon, c'est les achats, les approvisionnements, la logistique, comme le dit Kader, on bouge des boîtes et on gère des boîtes et on définit combien de boîtes il y a besoin. Et en fait, ces compétences-là, elles sont ultra nécessaires, mais elles sont
identiques au type de secteur près. Et donc, ça nous permet de bouger et d'évoluer d'un secteur à l'autre. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous tous dans l'équipe. D'accord. Donc, un jeune qui aurait un peu la bougeotte, qui a envie de découvrir plein de Exactement. secteurs différents, c'est Exactement. peut-être une bonne piste à étudier pour. Exactement. Exactement. Ce métier idéal, comme dit Kader, qui a pas de micro, je répète. Et juste par curiosité, j'imagine que c'est un secteur. Alors, quels sont le type d'études éventuellement, comme ça de tête? Je sais pas trop, je connais pas ce secteur-là. Alors, tout à fait. Vous prenez mon cas, je suis un autodidacte à 100%. Voilà, je n'ai pas du tout de diplôme particulier. Je me suis fait sur le terrain tout doucement, voilà, un autodidacte. Donc, c'est possible et c'est important de le savoir aussi. Ouais. Voilà. Et il y a plein de formations ensuite qui y mènent. Il y a Kader qui a réussi. Et ce que disait Alexandre intéressant, si Kader y a réussi, c'est comme Alexandre, c'est des gens qui ont une extrême motivation, une extrême rigueur et qui ont beaucoup donné justement pour en arriver là. Et ensuite, il y a beaucoup de métiers, de formations en supply, en fac. Moi, j'ai fait de la fac. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation en achat qui m'a amené dans la supply chain. Et il y a plein de formations très différentes et très intéressantes qui mènent à ces métiers-là, des BTS comme la fac, comme des écoles privées. Ces formations se font tout au long d'une carrière d'une personne. Voilà, à chaque fois qu'on arrive dans une entreprise, forcément, elle nous forme à ses particularités, à son métier de logistique et ainsi de suite. Et donc, quelque part, on va prendre ce qu'il y a de mieux dans chaque entreprise pour essayer d'en faire un bouquet final, comme vous pouvez voir aujourd'hui. J'allais dire jusqu'à devenir un cadre de la logistique, puisque c'est l'objectif d'une carrière aussi, d'évoluer et de toujours gagner en compétences. Je sais pas quelle heure il est. Eh ben, on y va. On y va. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci Kader. Parce que il s'agirait pour une fois de vous libérer à l'heure. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à être en retard. Et donc la prochaine étape, pour vous préparer psychologiquement, je crois qu'on va aller découvrir finalement ce fameux data center. Pardon, je préviens. Vous le voyez, les couloirs sont grands. L'espace, on est dans un grand espace. Alors ici, vous êtes dans un ancien centre de tri de la Poste. D'accord. Avec les métiers qui évoluent, on a arrêté d'envoyer du courrier, on envoie des mails et donc le data center a pris. C'est d'autant plus logique que finalement le courrier est devenu mail et que le mail se stocke dans un data center. Voilà, c'est ça. Donc je vous présente Guillaume. Bonjour Guillaume. Guillaume, Enchanté. tu nous emmènes dans le data center et tu nous racontes. On va vous montrer ça. Alors, on continue sur la sécurité. Hop. Ah, c'est pas aller plus vite. On repart en arrière. Et vous l'avez vu, on a failli perdre Fabien. Là, attention, c'est un peu coupé, Oui. on est dehors. Alors oui, préparez-vous. S'il y a une micro-coupure, c'est pas grave, on revient très vite jusqu'on passe par l'extérieur du bâtiment pour récupérer le data center. Et il fait aussi froid qu'il en a l'air. Vous le voyez, grand bâtiment.
on a rarement l'occasion de se balader dans des secteurs comme ça, techniques ou industriels. Donc, on est plein de questions et je pense pas qu'on soit les seuls. On le récupérera en arrivant dans le bâtiment. Ouais, dès qu'on va rentrer. Si en arrivant dans l'ombre. Oui, c'est ça. C'est juste après les groupes. Ah, Super. donc il m'a entendu parler du soleil. Bah, du coup, vous pouvez apprécier nos groupes électrogènes. Ce qui D'accord. nous permet de subvenir aux besoins des salles en cas de coupure électrique. Donc c'est votre sécurité, c'est le courant coupe. Le Exactement. site fonctionne quand même. Le site fonctionne quand même. Il y a 0 coupure au niveau des serveurs. On a des batteries qui prennent le relais entre temps. D'accord. Si vous parlez, juste attention le. Ah oui, je préfère cette porte-là que l'autre. Danger d'électrocution était un peu. Ouais, ça va la taupe. Oui, quand même pas mal. Je vous en prie. Non, allez-y, oui. On sait qu'on est arrivé dans un site industriel, c'est sûr. Ça va être à gauche. Ce que vous entendez, c'est les travaux. Vous vous inquiétez pas. Parce que donc, vous le disiez, on est en travaux dans les bâtiments. Vous agrandissez, vous rénovez? On agrandit. On crée une deuxième salle informatique. D'accord. Donc en fait, il y a une demande pour une deuxième salle informatique de serveurs. Une deuxième et une troisième qui est actuellement en démarrage là-haut. D'accord. Vous n'avez pas fini les travaux la deuxième, que vous construisez la troisième? C'est ça, ouais. Et l'objectif, c'est 12? L'objectif, c'est 12 salles. Mais alors, ça s'empile, ça ou... C'est des blocs. Ça vient côte à côte et puis ça s'empile sur 2 étages. Il y en a 6 en bas, 6 en haut. Ok. Et à chaque fois, pareil, l'équivalent groupe électrogène comme on a vu dehors, en local technique et en salle info. On voit tout de suite. Si elle veut bien me laisser rentrer. Hop. Yes. Alors là, on risque de mal nous entendre. Il y a beaucoup de bruit. Bon, on restera très proche du serveur et les flux d'air. C'est vraiment très bruyant. Sans qu'ils puissent se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Mais alors, juste une question, parce que c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu pourrais expliquer où vont les filles.
chaque serveur est relié à un switch, on peut se dire que potentiellement un câble est un client. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on branche Internet chez soi et que le technicien vient, il a effectivement le même système de branchage. C'est ça, plus ou moins. Je vais avoir une question de Roméo qui se demande, dernièrement, il y a eu un petit bug de Google qui a cessé de fonctionner pendant quelques heures. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici d'avoir des bugs de serveur? D'avoir des bugs de serveur, non. On n'en a pas. Ça peut arriver. Après, ça peut être dû aussi à leurs développeurs ou à leur logiciel. C'est pas forcément technique. Quand on a un bug sur un site internet, c'est pas forcément les serveurs qui plantent. D'accord. Et ça peut être dû à quoi? Par exemple, des causes extérieures? Des causes extérieures. Après, honnêtement, je vais plus connaître cette partie-là. Par exemple, si un jour vous n'avez plus d'alimentation sur le serveur, là, le site peut cracher. C'est une des causes où moi, je peux faire quelque chose, mais il y a beaucoup d'autres que je maîtrise pas. Super. Oui, en effet. Vous vous rendez pas compte comme ça? C'est extrêmement bruyant autour de nous. Je pense. Alors, on va voir une allée chaude. Alors là, Donc, si vous je allez rentre voir le fond. le changement de température entre ici et là. Alors, petite épreuve Koh-Lanta, on traverse le couloir qui est chaud. Ah ouais, non. Donc ici, vous avez vraiment toutes les alimentations, c'est la partie cachée. C'est ici, c'est ce que dégage, vous vous rendez compte un peu de ce que dégage la chaleur d'un serveur. Donc nous, on la récupère par en haut et on la recrache hors du bâtiment. D'accord. C'est un peu le concept de la salle, si vous voulez, c'est l'innovation, c'est qu'on a transformé la salle comme une CTA géante. Et donc, je suppose que tout est très isolé entre ce couloir et l'extérieur parce que le changement de température est radical. Là, le seul endroit où peut passer l'air, c'est vraiment à travers les serveurs. D'accord. Et En alors, haut, on a tout ce qui est alimentation. Vous pouvez le voir, chaque bloc, chaque baie a 2 alimentations. Si on voit qu'il coupe, il y a toujours l'autre qui est là derrière. C'est vraiment on ressort par là ou par là? On va ressortir par là. Donc, non mais globalement, ça veut dire pourquoi est-ce qu'en fait on a entendu que les serveurs produisent de la chaleur en fonctionnant, comme n'importe qui, comme un humain qui fait du sport, comme un ordinateur chez vous, voilà. Une télé. Pourquoi est-ce que c'est très important de le maintenir à basse température? Pour les composants. D'accord. Tout simplement, si en cas de surchauffe, le fait d'empiler énormément de serveurs les uns sur les autres, ça crée une condensation de chaleur et ça pourrait venir faire jusqu'à fondre les composants à l'intérieur et dégrader. Et alors, on en parlait juste avant le début du live avec Alban. Vous avez une méthode, ce site est unique apparemment en France, en tous les cas, parce que vous avez une méthode unique aussi de préservation de la température. On ne produit pas de froid. On arrive à refroidir nos 100 clim. Tu nous parlais de uniquement par de l'air extérieur. De l'air extérieur. Et de l'eau qui ruisselle sur un mur. Je vais vous le montrer, c'est juste derrière. Si on risque peut-être d'avoir des problèmes avec le vent. Alors vous le voyez, ça vente pas. C'est vraiment impressionnant. D'accord. Donc en fait ici on est là où vous êtes rentré dans le bâtiment, le côté nord. On emmagasine tout l'air extérieur. On le fait passer par ici. En fait c'est vraiment ce qui est au-dessus de nous. Et on l'envoie directement devant. Comme il fait froid aujourd'hui, on n'a pas vraiment de soucis pour refroidir. En hiver, c'est vraiment du caviar comme installation. L'air froid extérieur nous suffit largement. Donc en fait, les serveurs chauffent. Vous captez l'air extérieur qui est plus frais. Il passe dans les serveurs. Couloir de chaleur. Couloir de chaleur qui donne ici. Soit il fait trop frais. On utilise un petit peu, vous sentez l'air chaud qu'il y a ici. On réutilise un peu d'air chaud. D'accord. Qui repasse par là et qui revient équilibrer les températures. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, mais il faut pas qu'il fasse trop froid non plus. C'est pas bon les gros écarts de température. On essaie de maintenir une température toujours stable. C'est comme une cave. Voilà. Il faut une température stable. C'est ça. Tout ça est géré par cette armoire. Et on régule vraiment du flux d'air. Donc on a toute une liste de paramètres, que ce soit la vitesse des moteurs, le pourcentage d'ouverture de nos registres, dont on maîtrise tout de A à Z, et puis même l'eau qu'on envoie dans les médias. Quand il fait chaud, que l'air extérieur, par exemple, à 30 degrés, on envoie de l'eau dans des murs, une espèce de membrane un peu, ça ressemble à du carton vulgairement.
qui vient rafraîchir l'air extérieur que rebalance dans les serveurs. Alors, il y a une question que les jeunes posent très souvent, qui est quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce métier, celui que tu exerces aujourd'hui. Quand je vois ça, j'ai envie de dire compliqué. Ça dépend. Il y a deux parcours. Chez nous, on a plusieurs profils. Moi, personnellement, j'ai pas de niveau d'études exceptionnel. J'ai démarré en tant qu'électricien. Je me suis spécialisé dans la CRILIM en changeant de travail. Et j'ai atterri ici et puis j'ai acquis les compétences informatiques qui me manquaient sur le terrain grâce à mes collègues. J'ai d'autres collègues qui ont vraiment un profil informatique, qui s'y connaissent bien et qui acquièrent des compétences techniques, clim sur le terrain. On est beaucoup dans le partage de connaissances. Il n'y a pas besoin d'un très gros niveau d'études à la base. Il faut avoir envie et avoir une certaine logique. De l'envie et puis vraiment, faut y aller, faut travailler, faut apprendre tout. Faut apprendre au fur et à mesure. On en apprend tous les jours. Aujourd'hui, on monte une nouvelle salle, ça change un petit peu. Il y a des nouveaux points. Il y a toujours les technologies avancent, les serveurs, les nouveaux matériels qui sortent régulièrement. On s'adapte. Si je vais pointer une première qualité qui est nécessaire aujourd'hui pour exercer ton métier, c'est d'être enthousiaste. Enthousiaste. Faut avoir envie, faut aimer ce domaine, que ce soit la technique ou l'informatique. Faut que ça nous parle un petit peu, qu'on aime ça. C'est vraiment, je pense, la qualité qui semble importante. Je pense qu'il faut être motivé et qu'il faut, faut savoir s'adapter. Ça bouge tous les jours, on peut avoir des problèmes différents. Ça va rester linéaire pendant 2-3 semaines et le jour où on a un problème, il faut pas stresser pour réussir à garder son calme et se rappeler des bons gestes. Ça marche. Merci beaucoup de m'avoir accueilli dans le data center même. Donc là, on est dans le cœur de l'entreprise. Et voilà, on est dans le cœur de l'entreprise pour le coup. Je pense qu'on va ressortir, aller voir le système de refroidissement à l'étage intermédiaire. Le temps que je crois qu'il nous reste 4-5 minutes avant de rentrer l'antenne, donc 3 minutes. Bon, on n'aura peut-être pas l'occasion de voir le système. Notre faute, désolé, tout nous intéressait trop. Mais en revanche, on a parlé donc de ce fameux système de refroidissement qui est unique, breveté, qui a chez ce Data Center 5. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fonctionnement? Alors, en fait, c'est un principe d'adiabatique. Et le principe d'adiabatique, c'est le principe que vous connaissez tous quand vous sortez de votre douche, ou le principe qui est même utilisé par votre corps pour vous refroidir quand vous faites du sport ou quoi que ce soit. En fait, quand on a de l'eau sur le corps, l'eau va capter de l'énergie et donc va vous refroidir. C'est pour ça que vous avez froid en sortant du bain. Et nous, on utilise exactement la même chose. L'air trop chaud, on le fait passer par un filtre d'eau, évidemment très peu d'eau puisqu'il ne faut pas que les serveurs reçoivent de l'eau. Et donc, l'eau capte l'énergie qui est dans l'air. Totalement filtré pour nous assurer qu'il n'y a rien qui se dépose sur les serveurs et qui pourrait les abîmer. Donc, pas de particules extérieures, pas de poussière, exactement. pas de pollen. Si on arrive à courir, on peut venir vous montrer ça extrêmement rapidement. On tente le coup. Il nous reste combien de temps en régie? Eh ben non. Ah, je crois que c'est bon. Eh ben non. Bah, c'est notre faute. On avait trop de questions à poser. On vous enverra une photo. Si vous est-ce qu'on profiterait pas de la minute du reste, voir s'il y a quelques questions du côté des jeunes? Parce que je suis sûr qu'il y en a plein auxquelles on n'a pas répondu. Exactement. Et pour tous les autres, vous inquiétez pas, moi je poserai les questions à Alban et dans la FAQ de demain matin, je pourrai y répondre. Alors, juste une dernière qui est assez intéressante, qui est du collège Louise Weiss, qui se demande comment sont gérés les incidents informatiques. Ça dépend ce qu'est un incident informatique. Alors, il y a des attaques qu'on peut connaître, DDoS, ce qui peut vous parler. À ce moment-là, on va déconnecter les serveurs de tous les du réseau Internet. Il faut comprendre que donc chaque serveur est connecté à Internet et on a une capacité de déconnexion. Donc, on a des outils. On parlait d'intelligence artificielle. Ça va pas jusque-là et de toute façon, c'est un bien grand mot, l'intelligence artificielle, mais en fait, tous nos outils nous permettent de contrôler en permanence ce qui va se passer sur nos serveurs et donc le moindre comportement anormal va être détecté automatiquement. Le serveur va être mis sous contrôle ou alors carrément déconnecté du réseau s'il y a un risque trop important pour notre client. Et ensuite, en incident, il peut y avoir des incidents, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Un incident électricité est aussi très très grave et donc on a
on a de quoi se remplacer exactement. Merci. Remplacer remplacer l'énergie par notre propre énergie au cas où EDF ou RTE ferait des feux. Si ça répond. Et ça répond. Je pense qu'on va conclure. Exactement. Donc, encore une fois, ne vous inquiétez pas, à tous les jeunes et toutes les jeunes qui nous ont posé des questions, je prendrai note et je poserai les questions à Alban dans un second temps et je vous donnerai toutes les réponses demain matin lors de la FAQ. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On va vous transmettre également un petit article de restitution avec les noms des personnes qui ont été interviewées et un petit résumé de tout ce qui a été dit pour que vous puissiez vous en resservir, le relire et remplir votre journal de bord. Donc, on va remercier une dernière fois donc Alban. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Scaleway, Guillaume et les autres qui sont retournés à leurs occupations. Donc, merci infiniment et on vous dit à tout de suite pour un prochain événement qui est une synthèse de la journée avec du coup nos collègues Laura et Sarah. Donc, je vous dis à tout à l'heure.